Bonsoir à tous, bienvenue, nouvel épisode du Comptoir Pédas, ce soir épisode 28. Je suis normalement accompagné de Stéphane Delzongle. Stéphane, est-ce que tu es là? Ah, te voilà Stéphane, t'étais parti. Oui, toi aussi. Ouais, mais écoute, ça va. Comme vous le savez, effectivement, en éducation, nous, on conseille plutôt d'attendre un petit peu, en fait, avant d'installer directement une nouvelle mouture d'une nouvelle année. Mais Stéphane va vous expliquer un petit peu tout ça pour que vous puissiez déjà anticiper un petit peu avant de faire l'installation et vous rendre compte qu'il y a quand même pas mal de nouveautés qui vont être très utiles et particulièrement en éducation. Certains établissements, je le sais, il y en a des clients qui sont connectés qui ont déjà fait le pas, qui ont déjà eu quelques petites mauvaises surprises. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre un petit peu sur les sorties, voilà, logicielles, parce que il peut y avoir des incompatibilités avec des logiciels que vous utilisez ou autres qui n'ont pas forcément eux fait les mises à jour. Mais c'est pas très grave, mais il faut le savoir. En tout cas, attendez, ne vous précipitez pas dès le début pour l'année prochaine. Attendez un petit peu, déjà qu'on vous en parle et qu'on vous présente ces nouveautés. Donc Stéphane, je vais te laisser te présenter et puis prendre la main. Moi, je vais rester disponible dans le chat si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis Stéphane, tu interagis avec moi quand tu as besoin, hein, n'hésite pas toi aussi. Je vais juste couper Parfait, ma caméra pour qu'on ait un meilleur flux et puis pour après notre montage, ce sera quand même pas plus mal. Donc j'arrête merci ceci Sébastien, et moi je merci suis pour cette dispo. intro, merci aussi pour l'invitation à présenter cet iPadOS. Alors pour ma part, je suis Stéphane Delzongle, je suis enseignant, professeur des écoles en poste et puis également formateur avec une petite spécialité, une grosse spécialité numérique éducatif et APLS, c'est-à-dire spécialiste Apple Éducation. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai choisi avec Sébastien de vous proposer de tourner autour d'iPadOS 26 qui est sorti le 15 octobre dernier et d'explorer ce qui me semble intéressant et parfois vraiment très intéressant pour l'éducation. Donc voilà, iPadOS 26 qui est sorti le 15 octobre avec une version améliorée là qui vient tout juste de sortir. Donc vous pouvez encore attendre une ou deux mises à jour, quelques temps. Il y a effectivement, pour l'instant, c'est assez stable. Mais effectivement, il peut y avoir quelques petits bugs qui peuvent quand même rester. Donc, attendre une semaine ou deux, voilà, c'est pas mal aussi. Allez, on entre dans le vif du sujet. J'aimerais explorer avec vous d'abord cet iPadOS 26 avec son interface. Et peut-être, vous, avant de parler de l'interface, juste vous préciser que le support que je suis en train d'utiliser, je l'utilise avec Freeform. Freeform, qui est un outil natif Apple, qui est vraiment top et qui permet de faire de la carte mentale avec des scènes comme ça que je peux bouger au format chapitrage. Et ça peut ressembler un peu à ce qu'on pouvait trouver sur Miro, sur Prezi ou sur d'autres petites choses, mais qui sont nativement intégrés sur iPad depuis pas longtemps, depuis deux versions, si j'ai bonne mémoire, depuis iOS 17. Et donc, je travaille là-dessus, sur cette version d'iOS 26, d'iPadOS 26. Et puis, cette nouvelle version que vous pouvez voir ici sur la nouvelle interface qui est personnalisable sur le dernier iPad OS 26 et qu'ils appellent humblement les Liquid Glass, avec ses avantages et peut-être aussi ses inconvénients. Donc, vous voyez que on peut, par exemple, je vais vous montrer ça sur l'interface de mon iPad. Si je laisse appuyer sur l'iPad, comme d'habitude, je peux modifier l'interfaçage avec le plus qui se trouve en haut à gauche. Vous le voyez ici. Et puis, je vais laisser. Alors, je vais rappuyer dessus parce que ma souris, elle a un peu fait bugger le système. Je fais bugger dessus, je fais cliquer dessus. Et puis, je vais personnaliser et regarder ce qui apparaît. Donc, voilà, vous avez à ce stade la possibilité de faire apparaître soit ce qui est par défaut les classiques couleurs des différentes applis, ou je peux faire évoluer ça sombre, transparent et teinté. Alors, ce qui peut m'intéresser aussi sur les sombres, c'est notamment, non pas que ce soit forcément primordial pour les enfants, mais je pense aussi qu'à partir du moment où on ajoute un peu de contraste sur la visualisation d'un écran, bah, pour les enfants qui auraient des difficultés visuelles ou de type dyspraxie, etc., eh bien, ça peut être intéressant. Sachez que vous avez aussi la version teintée qui vous permet de personnaliser les couleurs. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, dans la partie transparente aussi, sachez aussi que dans la partie accessibilité,
Il est possible de faire varier la transparence. On peut réduire la transparence et ça se fait dans l'affichage. Alors, c'est dans l'accessibilité affichage taille du texte, je vous montre. Voilà, c'est dans l'affichage général accessibilité. Affichage taille du texte, vous le voyez ici. Et si je clique dessus, je peux réduire la transparence. Voyez, et vous verrez que les icônes deviennent un peu moins transparents. Donc, si vous souhaitez adopter cette idée d'iPad, et bien voilà, bah là, ce qui peut être intéressant sur la nouvelle version, c'est justement de choisir en fonction des besoins des enfants qui vont utiliser cette partie-là. Pour ma part, je préfère utiliser pour l'instant pour vous présenter cette version sur l'affichage par défaut. Et puis peut-être, pour terminer sur cette partie-là, regardez, sur la partie droite en haut, vous avez la possibilité de réduire ou d'agrandir les écrans. Alors, vous voyez que là, je suis en petit format, j'ajoute le titre. Admettons que je n'ai pas besoin du titre de chacune des applis, j'agrandis les icônes et je supprime le titre. Ça, c'est à vous de voir en fonction de la nécessité de l'usage que vous avez des élèves qui sont en face de vous. Allez, je reviens sur mon iPad. Et donc, la nouvelle interface personnalisable. Et puis, puisque je parlais aussi d'accessibilité, regardons un petit peu la petite nouveauté non négligeable, une nouveauté qui s'appelle dans le réglage d'accessibilité, c'est le lecteur d'accessibilité. Alors, regardez bien. Ce lecteur d'accessibilité, je vais le trouver dans les affichages. Je vais vous le montrer justement. Regardez, hop, ici, on peut le trouver ici. Alors, le petit QR code que je vous ai mis, c'est le lien vers la page dédiée à cet effet d'Apple. Pendant que je le présente, je vous invite à scanner ce QR code. Vous verrez que la page est plutôt intéressante. Vous pouvez l'activer via réglage d'accessibilité dans les paramètres de l'iPad, puis lire et énoncer, pardon, je crois que c'est énoncer, je me suis trompé. Et puis ensuite, vous l'affichez dans le centre de contrôle ou triple tap sur le on-off. Et dans le centre de contrôle, regardez, vous le trouvez ici à la fin, et puis vous l'avez donc dans cette partie-là. On va le retrouver, c'est la partie qui est en bas à droite sur cette. Je ne sais pas si on voit ma souris, voilà, peut-être pas sur le centre de contrôle. Ça y est, là on la voit, on la voyait pas, maintenant on la voit. Ok, voilà, très bien, parfait. Alors, regardons ce que ça donne justement si je m'intéresse à ce lecteur d'accessibilité et je vais peut-être regarder sur cette note. Alors, je vous ai préparé une note ici et c'est un texte ici de Simone de Beauvoir. Donc, regardez, je vais donc cliquer sur la sélection. Voilà, je vais sélectionner tout mon texte. Et puis ensuite, je vais afficher mon affichage de lecteur d'accessibilité. C'est celui-là. Attends, je me suis trompé. Justement, je ne l'ai plus. Alors, on va faire avec le triple tap. Voilà. Et j'affiche le lecteur d'accessibilité. Le voici. Et vous voyez que là, ce lecteur d'accessibilité va éliminer tout ce qui va être gênant. Tous les perturbateurs qui vont gêner l'accès au contenu direct. Et donc là, on est dans une note. Donc en fait, le lecteur d'accessibilité va s'intéresser à tout ce qui est écrit. Donc je note que toutes les applis qui disposent d'un texte à lire vont accéder au lecteur d'accessibilité. Donc je le répète, une fois qu'on l'a activé dans les réglages, comme je l'ai dit tout à l'heure, un triple tap sur le on-off, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus simple, va activer le lecteur d'accessibilité. Et puis regardez, apercevez aussi en haut à droite de votre écran, vous avez les trois petits points qui me permettent de personnaliser ce lecteur. Et puis là, je vais donc ensuite choisir, d'abord dans un premier temps, je vais choisir la gamme de couleurs que je veux utiliser. Vous le voyez, sombre, équilibré, libre, etc. Moi, je me suis intéressé à celui-là. Vous voyez qu'on peut par exemple le modifier. Et finalement, celui-là ne me convient pas, je vais choisir autre chose. S'il veut bien. Voilà, il ne veut plus. J'adore. Bon, voilà. Bon. Et alors, il ne veut pas. Donc, je vais recommencer. C'est pas grave. Allez, je recommence ici. Admettons que je prenne celui-là et on va faire le lecteur d'accessibilité avec le triple tap. Le voici, lecteur d'accessibilité. Et normalement, voilà, je vais pouvoir le faire. Voilà, excusez-moi. Et donc, vous avez la partie modifiée qui vous permet aussi de rajouter des options supplémentaires à votre modèle. Couleur de texte, couleur d'arrière-plan que je peux vraiment changer au fur et à mesure.
Je peux aussi changer la police de caractère et mettre une police qui me semble plus adaptée, comme par exemple la police Arial, agrandir le texte. Je peux aussi espacer les lignes, faire quelque chose de plus espacé, les mots, les caractères. Vous voyez que moult options qui s'offrent à vous sur cette partie-là. La couleur des liens, je peux la modifier. Le surlignage, les styles, etc. C'est très, 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 très complet. Et donc, vous voyez que par exemple, si j'augmente cette partie-là, je change cette partie-là, je mets le médium, et vous voyez que là, on va avoir quelque chose qui ne va pas forcément être très adapté. Donc, je vais être obligé de le changer et de mettre quelque chose de ce genre-là, et puis ensuite le modifier. Voilà. Donc, ça, c'est pour le lecteur d'accessibilité. Et puis, si je retourne sur mon Freeform, et peut-être vous montrer maintenant. Voilà, j'ai montré ça, c'est bien parce qu'il revient en arrière. Et maintenant, la partie aussi fenêtrage intuitif. Alors, vous l'avez peut-être remarqué dans celles et ceux qui ont installé ce nouvel iOS, il y a la possibilité maintenant de se rapprocher de l'interfaçage qu'on va trouver sur les Mac. Et donc, on va à la fois pouvoir faire apparaître plusieurs fenêtres. Alors, sur un iPad, l'idéal, c'est d'avoir 2 ou 3 fenêtres maximum, parce que si on commence à en mettre 5 ou 6, ça va devenir un petit peu petit. Et regardez qu'avec les nouveaux gestes qu'on va apprendre, donc en partant du slide, glisser vers le haut, 1, 2, 3, et à chaque fois, ça amène des options différentes. Donc, si je le fais une fois, vous voyez que là, ça me permet de faire apparaître. Deuxième fois, ça me permet de faire apparaître les pages ici. Mais surtout, vous montrer, regardez en bas à droite, je ne sais pas si vous apercevez, une petite parenthèse, là, comme une sorte de parenthèse, qui va me permettre de faire varier l'écran. Et vous voyez que là, ce fenêtrage me permet de mettre la fenêtre d'un côté et, par exemple, d'appuyer sur une autre fenêtre ici. Et je vais la faire visualiser comme ça. Alors, ces deux fenêtres sont, par exemple, l'une sur l'autre, donc ça peut être inintéressant pour l'instant. Je peux les mettre sur le côté. En un seul slide, je les mets sur le côté. Ça me permet de continuer à manipuler mon iPad normalement. Si je veux les faire pas disparaître, mais cacher, je fais un deuxième slide de bas en haut. Et ça me permet de les faire pas disparaître, mais de les cacher. Et puis, un troisième slide appuyé va me permettre de faire varier comme ça, de faire apparaître toutes les images qui sont disponibles là. Donc, vous voyez que si je veux retourner sur mon Freeform, c'est assez facile. Et peut-être vous montrer aussi, si je fais réapparaître les deux images, ça, on ne l'avait pas sur le précédent. Et donc, de faire apparaître les deux images, ça, c'est intéressant. Et regardez, vous apercevez déjà sur le nouveau fenêtrage, le nouveau fenêtrage, pardon, vous avez la possibilité aussi, vous voyez peut-être en haut à gauche de chacune des fenêtres, on aperçoit les petits icônes croix rouge, jaune pour réduire et puis agrandir le vert, qui me permettent, comme sur un Mac, d'agrandir ma fenêtre ou pas. Mais si je laisse cliquer dessus, je vais avoir aussi des possibilités comme celle-là. Est-ce qu'on les voit bien Oui, on les voit. Oui. On est vraiment, en fait, voilà, ça ressemble de plus en plus. C'est très harmonisé avec le système macOS. Exactement. Et donc là, par exemple, je choisis de mettre une fenêtre à gauche, voilà, tout simplement. Et donc, imaginons que j'ai un espace documentaire type photo sur la partie droite et puis un Pages sur la partie gauche pour compléter. Je peux glisser d'une fenêtre à l'autre sans que ça fasse disparaître l'une ou l'autre. Les deux fenêtres sont les deux fenêtres sur lesquelles je travaille. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et puis, regardez bien aussi, sur chacune des fenêtres, je vais avoir des options qui vont apparaître en glissant de bas en haut, en partant d'en haut, du haut en bas, pardon, excusez-moi. Vous voyez que j'ai fait apparaître un menu. Fichier, édition, présentation, historique, signé, etc. Et là, on se rapproche carrément de ce qu'on peut trouver sur un ordi, sur un Mac, tout simplement. Et puis, évidemment, ce menu-là sera à votre disposition en fonction de l'application que vous avez choisie. Là, je suis dans Safari. On le voit bien sur la partie en haut à gauche, Safari. Donc, ce sont des options qui seront disponibles que pour Safari. Et puis, on va le voir. Donc, fichier, vous avez toutes les possibilités qu'on peut trouver sur la navigation classique, l'édition, remplissage automatique de formulaires, rechercher, etc. Et bref, toutes les options qu'on va trouver sur le Safari, complètement disponibles pour vous sur ce menu-là. Ça, franchement,
À l'usage, moi, ça fait déjà un mois ou deux que je manipule cet iPadOS 26 et franchement, je trouve ça plutôt pas mal, notamment pour les options d'IA dont on parlera tout à l'heure. Alors, je vais continuer peut-être revenir sur mon Freeform et puis agrandir cette partie-là. On parlera d'IA tout à l'heure, mais peut-être faire juste un petit aparté sur les compatibilités. Alors, Oui, iPad, c'est important. iPad, oui, parce que j'en ai pas parlé au début, je vais quand même faire cette petite aparté ici. Voilà les compatibilités sur iPadOS 26. Alors, je vais modérer un petit peu ce qui est présenté là. Tous les appareils que vous voyez là sont compatibles iPadOS 26, iOS 26, WatchOS 26, etc. Là, j'ai marqué que les iPads sur cette partie-là. Mais vous avez dans iPadOS 26 des options d'intelligence artificielle, notamment les outils d'écriture, notamment la partie Image Playground pour générer des images avec IA. Elles ne sont disponibles qu'à partir du moment où votre iPad dispose de la puce M1. Donc iPadOS 26, oui, disponible sur tous les iPads à partir de l'iPad 8, huitième génération, ce qui est déjà une version assez ancienne, hein, finalement quelques années. Mais par contre, il faut attendre la version M1 au minimum au niveau de atteindre Ah, les options IA. on C'est a eu une comme petite ça. coupure. Ce sont les. Pardon? On a eu une petite coupure, mais c'est bon, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Alors Ah. voilà, je précisais. À part l'IA, qui est certes un truc important sur iPadOS 26, tout ce que je vous montre, le reste est disponible, le fenêtrage intuitif, les outils d'accessibilité, et franchement, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Voilà, voilà pour ce nouveau fenêtrage intuitif. Et puis, avançons maintenant sur une nouveauté d'iPadOS 26, Preview, qui s'appelle Aperçu en français et qui n'est pas, qui peut paraître comme ça à première vue quelque chose d'un peu superficiel, mais de mon point de vue, en tout cas, je trouve ça tout sauf superficiel. Parce qu'en fait, ça va être une sorte d'alternative entre ce que vous allez trouver dans Fichier, qui est l'explorateur des différents documents qui sont hébergés sur votre iPad et sur votre iCloud Drive. Mais ça va être une sorte d'interfaçage qui va me permettre d'atteindre des outils d'écriture, des outils d'annotation, disons, essentiellement sur les documents de type PDF ou de type image. Je vous montre ce que ça donne. Donc, si je regarde bien ce que ça fait aperçu, il a son propre logo, vous voyez, une sorte de petite loupe un peu qui me permet de voir un document. Et là, vous voyez que par exemple, là, je vais peut-être enlever mon Wikipédia. J'arrive sur aperçu, donc je suis là, voilà. Et dans mon aperçu, quand j'arrive sur cette partie-là, je vais vous l'agrandir. J'ai la possibilité soit de créer un nouveau document à partir de l'aperçu, et puis ensuite de l'organiser dans mon iPad en fonction de sa destination, dans fichier ou autre, etc. Mais je peux aussi scanner des documents de type Lens. Ça veut dire qu'il va utiliser la caméra dorsale de l'iPad pour aller directement chercher un document et l'intégrer à tout un écosystème pédagogique qu'on a pu créer. Donc ça, c'est top pour les élèves qui seraient en train de créer un exposé ou une documentation rédigée et documentée sur un espace scientifique, par exemple. Donc voilà. Et puis là, par exemple, je voulais vous montrer voilà, prenons l'exemple du texte là que j'avais sorti ici pour des petits, hein, voilà, la belle histoire du prince de Motordus. C'est un PDF. J'ai accès à toutes les modifications possibles, les outils d'annotation qui se trouvent en haut. Vous les apercevez, les outils crayon, par exemple, qu'on a ici, la signature, le cadre ici. Et puis voilà, donc dans les outils qui sont ici, on l'aperçoit tout en bas. Vous avez tous les outils qui sont disponibles depuis iOS 17, je crois, et certains depuis iOS 18, comme par exemple l'outil d'écriture ici qui est un outil qui me permet de faire du plein et du délié. Vous voyez, ça c'est pas mal. Et donc de faire de l'annotation, donc c'est vraiment top pour aller directement au but sans aller forcément chercher dans le fichier, puis d'aller chercher les différents sous-dossiers de rangement. On le trouve directement ici avec un module de recherche qui me permet de faire des choses intéressantes. Et puis ensuite de gommer, voilà, donc tous les outils d'annotation et ça va s'enregistrer dans le fichier en fonction des besoins.
Euh, Sachez aussi que vous avez la possibilité de masquer certaines choses. Donc, par exemple, de sélectionner des documents. Et dans certains documents, je crois qu'on ne va pas pouvoir le faire dans ce document, il est aussi possible de faire du caviardage. Le caviardage, pour les amateurs de séries de services secrets, hein, c'est la possibilité de masquer certains mots qui pourraient, voilà, qu'on n'aurait pas envie de voir apparaître dans un document. Donc là, je pense qu'on ne va pas pouvoir le faire avec ce document-là, mais ça se passe au niveau du cadre pointillé que vous avez. Vous avez un cadre noir qui va apparaître quand c'est disponible et qui vous permet de sélectionner un document, voilà, et de le voir apparaître ici. Alors, regardez, vous avez dans les options, comme toujours, la possibilité de surligner, de sélectionner, de copier un mot. Et on aperçoit en avant-première les outils d'écriture qu'on voit ici et qui sont directement associés à l'intelligence artificielle. Si vous voulez bien, j'en parle juste après. Voilà pour cette partie-là aperçue qui est vraiment top, notamment pour la partie annotation. C'est ce que je disais juste avant. Alors, toujours pareil, puisqu'on était parti sur aperçu et l'organisation, fichier. Le fichier, l'application fichier qui est vraiment très intéressante, vous la connaissez, alors moi je l'utilise vraiment tout le temps. Vous voyez que la petite nouveauté, c'est maintenant de pouvoir personnaliser ces dossiers. Et franchement, moi qui suis un petit peu en difficulté quand tout est de la même couleur, par exemple, parce que j'ai besoin de quelque chose de visuel et de directement accessible, bah, c'est pas mal. Et notamment pour des élèves aussi qui auraient besoin d'avoir une consigne claire. Par exemple, va dans le dossier violet et on ne voit que celui-là en plein milieu. Il n'y a pas besoin d'aller se prendre la tête, aller chercher quel dossier bleu dont on parle. Donc, quand on clique, par exemple, imaginons, je vais cliquer sur image test, pardon, je laisse appuyer dessus, hein, vraiment, je me pose dessus pour avoir le force touch, c'est-à-dire le fait d'appuyer. Et puis, je vais avoir les options qui se trouvent ici. Et donc, je vais pouvoir Voilà, hop là, pardon, excusez-moi, ça a bugué un petit peu. Voilà, me permettre de lire les informations. Et ces informations me permettront de voir de quel document il parle. Et un petit peu plus bas, vous le voyez, j'ai glissé un peu plus bas, personnaliser le dossier et les tags ou ajouter à. Et si je commence par personnaliser le dossier et les tags, ben voilà, ça va me permettre de rajouter une petite image qui me semble cohérente avec le contenu du dossier. Je pensais par exemple à un élève ou un groupe d'élèves qui serait en train de préparer toute une documentation qui leur servira dans un deuxième temps pour argumenter sur une démonstration exposée ou un travail à rédiger. Eh bien, on va pouvoir faire quelque chose. Je pensais par exemple, voilà, à la partie sportive, si on travaille en sport, je ne sais pas, là, je ne sais pas ce que ça représente, ça va être, c'est une danse, je crois, celui-là. Et puis, pas simplement ça, mais les tags. Rajouter les tags, c'est-à-dire permettre d'ajouter un nouveau tag et de lui mettre une couleur. Donc, je peux par exemple déterminer le fait que ce soit violet école. Et donc, je vais cliquer là-dessus. Je peux en mettre plusieurs des tags en fait. Et ça va s'associer les uns aux autres. Mais le premier choisi sera celui qu'on verra immédiatement sur la couleur du dossier. Regardez, on va par exemple imaginer que c'est à la fois perso et école. Je vais donc faire afficher cette partie-là, on le voit ici. Et voilà, maintenant, j'ai mon dossier qui devient jaune. Et puis, on voit aussi qu'il y a aussi un petit tag violet. Donc, c'est celui qui a été choisi, c'est le prioritaire, c'est jaune. Donc, je pourrais dire aux élèves, tu vas dans le dossier jaune, c'est celui de ton dossier sur l'évaporation en sciences. Voilà, par exemple. Et donc, ça peut paraître comme ça un petit peu superficiel, mais honnêtement, ça ne l'est pas. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça sur une interface de fichiers pour organiser ces fichiers personnalisés. Reste, de mon point de vue, à espérer qu'on puisse aussi personnaliser les couleurs. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On choisit les couleurs qui sont disponibles dans cette palette, mais n'allons pas plus vite que la musique et sachons se satisfaire de ce qui arrive maintenant. Et honnêtement, moi, je trouve que c'est plutôt assez performant et je m'en sers tout le temps maintenant. Vous voyez que j'ai commencé déjà à utiliser des couleurs voilà, qui sont directement accessibles sur cette formation. Voilà pour cette partie-là d'organisation. N'hésitez pas aussi, hein, j'en profite via Sébastien dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce que je développe ici. Si vous avez envie que je revienne
sur un sujet ou sur un autre, évidemment, je suis à votre disposition sur cette partie-là. Tout à fait. Moi, j'en ai profité pour leur donner quand même les guides iPad iOS 26 qu'on trouve sur le site d'Apple, hein, qui est très bien fait pour ça, puisque c'est quand même une ressource assez incroyable. Et également le guide des gestes des différentes versions. Comme ça, on peut retrouver les gestes Oui. d'iPadOS 26 et ceux d'iPad 18, par exemple. Alors, puisque tu abordes cette idée hein, des gestes, il y a effectivement quelques nouveaux gestes. J'en parlais tout à l'heure sur les gestes de l'interfaçage fenêtré qui est nouveau. Il est évidemment très intéressant. Toutefois, il faut quand même connaître ces gestes-là. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Un slide vers le haut, un deuxième puis un troisième. Et à chaque fois, on aboutit vers quelque chose d'intéressant. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas les inventer. Donc, cette page sur les gestes que Sébastien vous a partagé dans le chat, mettez-la dans vos favoris parce qu'honnêtement, elle est très intéressante et ça vous permettra de ne pas vous retrouver en difficulté quand vous avez besoin de donner un conseil à un collègue ou même aux élèves dans la pratique de l'iPad. Voilà. L'idée, c'est que c'est intéressant à condition qu'on sache le manipuler comme il faut. Allez, on enchaîne. Un outil qui me semble intéressant, j'ai hésité à vous le proposer sur iPadOS 26, mais je me disais qu'il pouvait être intéressant, notamment pour documenter une sortie, une expérience scientifique, une visite au musée. On peut évidemment le faire sur du papier, on peut compléter aussi en numérique. Alors, au départ, journal, il est prévu à titre privé pour lier les appareils entre eux et documenter sa journée, penser sa journée. Alors évidemment, c'est sur la partie santé, la partie histoire, on peut rajouter des images, on peut rajouter des vidéos, on peut rajouter des liens, etc. Alors pour la partie scolaire, ce qui me semblait intéressant, c'est justement, on va regarder ça. Vous voyez, c'est cette partie-là. Alors, je vous montre peut-être à quoi ça ressemble là-dessus. Donc, imaginons que je crée une nouvelle entrée. Je vais donc lui créer un titre, puis commencer à écrire. Vous voyez, au format un peu finalement hiérarchisé, je fais aboutir des différentes petites capsules comme ça, vidéo, images, etc. Vous avez en haut toute une possibilité d'ajouter des images ici. Voilà, donc je peux ajouter les images qui se trouvent dans ma bibliothèque. Ensuite, je vais pouvoir aussi prendre une photo directement parce que si je suis dans une sortie scolaire, documentaire, imaginons, je travaille sur les monuments de mémoire qui se trouvent devant la mairie, etc. Il va falloir que j'utilise ma photo parce que je n'ai pas forcément les photos. Et si je repère des choses intéressantes, eh ben, je les photographie, je les documente directement et elles sont implémentées dans cette partie-là. Et chaque événement de la journée fera l'objet d'une petite page nouvelle et qui va avoir sa propre documentation. Je vais rajouter aussi, vous le voyez, cette partie-là qui est la partie localisation où se trouve le monument de mémoire sur lequel j'ai travaillé. Je peux ajouter aussi une petite note vocale et évidemment aussi la partie documentaire écrite. Je vous montre à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a fini. Je vous avais préparé une journée test, voilà. Vous voyez que là, par exemple, j'ai fait une photo, la photo de la chaise sur laquelle j'étais en train de préparer le travail que je faisais là. C'est J'avais magnifique. aussi. Cette petite nappe est incroyable. Ah, mais la petite nappe est incroyable. Je rappelle que je suis un enseignant, que je travaille dans des écoles et qu'on n'est pas forcément au top de la modernité sur la déco. Voilà, petite nappe, petit cœur, j'adore. Voilà, donc c'est histoire de montrer effectivement, on peut documenter la chose autrement. J'ai aussi ajouté un dessin, celui-là vient de l'IA, mais ça peut être aussi celui qui a été fait moi-même dans le groupe dans lequel je suis pour documenter. Là, il s'agissait d'une sortie kayak, vous voyez, c'était la journée test, la journée kayak, l'activité canoë. Et puis dans cette journée, on imagine que le petit enfant, un des camarades, a perdu ses pagaies, a failli se retourner, et ça donne ce dessin-là. Alors, le dessin, là, il est fabriqué avec l'IA, rien ne m'empêche de l'ajouter, mais pour autant, ça peut être celui qui est fait par un camarade voilà, qui a documenté ça. J'ai ajouté une petite note sur le fait que ça s'est passé dans les gorges de l'Aveyron, Saint-Antonin-Nobleval. Ça, c'est une documentation de type Maps, donc c'est la localisation dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Et puis la petite note écrite. Et puis je voyais que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez que cette petite annotation est essentielle. Il faisait beau. J'ai dessiné un soleil. Alors, mes talents de dessinateur laissent à désirer. Je pense que je suis meilleur sur iPadOS 26 que sur mes talents de dessinateur. Mais vous avez compris le principe. À vous de faire preuve d'imagination sur ce dessin-là. Et puis, on le voit. Je ne sais pas si on va l'entendre. Le soleil était vraiment au rendez-vous. Voilà. Vous l'avez entendu? Peut-être pas? Le soleil était Non, vraiment au rendez-vous. Voilà. Faites-moi confiance, il y a du son. c'est un peu C'est- léger, mais voilà, on sent que ça fonctionne. Mais ouais, j'ai pas dû partager le son sur Et le si, natif. ça sortait, mais Ah, ça c'était sortait, léger. ouais, ouais, c'était tout petit. Le principe, c'est que j'ai documenté ça. Voilà, j'ai commenté ce que j'ai vécu là. Donc, imaginons que j'ai commenté l'anecdote du canoë qui a failli se retourner. Et ben voilà, je l'exprime, je le note. Vous voyez que pour des enfants qui ne seraient pas forcément à l'aise sur la partie écrite, ben, je peux aussi le faire en dictée vocale. Voilà. De mon point de vue, ça peut ressembler finalement à ce que peut être un cahier de vie en maternelle. Je souhaite pas forcément l'utiliser en maternelle, mais pour des plus grands, hein, de CM ou même plus au collège et même au lycée, il est possible de documenter un événement bien précis ou même plusieurs événements dans une journée. Chaque entrée aurait sa petite documentation en fonction des événements. Et honnêtement, on peut partager en plus entre les différents appareils. C'est pas mal. L'export, pour l'instant, ne fonctionne que sur la partie. Alors, l'export indépendamment de journal. De ce que j'ai pu voir ici, on peut l'exporter donc d'un emplacement à un autre et le relire sur un autre iPad qui disposerait de journal. Mais on peut aussi l'exporter en PDF, pardon, et puis l'imprimer aussi. Alors, je l'avais imprimé aussi. Évidemment, la partie multimédia, son et vidéo ne fonctionnera pas. Ça, j'ai pas besoin de trop insister là-dessus, mais je pourrais ensuite le mettre dans le cahier de vie. Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est cette partie-là. Et ça peut être soit une finalité pour les élèves pour partager avec l'enseignant le travail qu'ils auraient fait, la documentation qu'ils auraient proposée sur cette activité-là précise, ou ça peut être simplement une sorte de prise de notes qui sera ensuite à explorer pour pouvoir rédiger ensuite quelque chose de plus complet sous un autre format, par exemple de l'ENT ou sur un blog ou sur autre chose. Ça, c'est Journal. Alors, cette application existait déjà sur les précédentes versions des OS, notamment sur 18 et 17, mais la nouveauté, c'est qu'elle est disponible sur iPad. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que justement, on la trouvera sur les iPads que vous aurez avec vos élèves. Et donc, elle peut être intéressante à ce titre-là. Une autre nouveauté que vous avez peut-être déjà explorée sur iOS 18. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que je parle d'iOS 18 et 26. Il n'y a pas eu 8 versions d'iOS entre iOS 18 et iOS 26. iOS 18, c'est la 18e version de l'OS Mac. Et en fait, Apple a choisi de passer à 26 parce que c'est 2026. C'est la nouvelle terminologie Mac. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous serez sur iOS 26, 27, etc. en fonction des années, l'année N+1, en fonction de l'année de sortie. Si vous sortez le 15 octobre 2025, alors on sera sur 26. 15 octobre 2026, ce sera 27, etc., etc. Voilà, juste pour pas vous perdre. Donc, la précédente version de calculatrice était hyper intéressante parce qu'elle permettait d'avoir notes mathématiques. On va le voir, hein, je vais vous le montrer dans la calculatrice. Alors, cette calculatrice que voici, elle est très intéressante parce qu'elle permet d'avoir des notes mathématiques. Si vous êtes sur le côté comme ça, vous voyez que vous avez la possibilité d'écrire des notes mathématiques. On va le voir ici, s'il veut bien. Voilà. Donc, on est sur la partie notes mathématiques. Voilà. Et je voulais juste changer ça. Hop là, pardon. Donc, vous avez alors je ne le vois plus, je me suis un petit peu perdu. En fait, c'est pas très grave. Alors, dans la partie gauche de votre iPad, vous avez la possibilité de choisir notes mathématiques. Et notes mathématiques, il a des possibilités de programmation. Et par exemple, des possibilités de schéma scientifique. Alors, dans la précédente version d'iOS 18, à chaque fois qu'on rédigeait une équation du second degré, du premier degré, etc., ou même simplement un petit, par exemple, x, 2 plus 2 = 4, et ainsi de suite, et bien, on avait la possibilité de schématiser. Donc, ça, c'est très intéressant. Et ça peut être
égale, je vais le montrer ici, alors je remets mes lunettes, ce sera mieux. X égale, on va dire 2 plus Y, je crois que ça va marcher, j'espère. Voilà, on ne l'a pas ici, voilà, j'aime bien. Il propose normalement, voilà, ça n'a pas marché, il propose la possibilité d'insérer un schéma, un graphique. Et donc, on va essayer de le montrer ici. Voilà, je vais le montrer. Voilà. Alors, hop, diviser. Alors, est-ce qu'il vous le propose ici? J'aime bien. Alors, vous l'aurez sur un nouveau, voilà, sur une nouvelle rédaction. C'est pas très grave. Sachez juste que là, c'est parce que je vais essayer de le refaire. On va voir si ça fonctionne. Parce que je voudrais quand même vous le montrer. Voilà. Alors, admettons que je fasse celui-là. On va le coller ici. Il ne me le propose pas, c'est dommage. Alors, sur une nouvelle note que je rédige, alors je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon ça va être trop long, j'ai un peu de mal à rédiger ce genre de choses. Il vous propose en fait d'insérer un graphique. Et vous choisissez dès le début, dès qu'il vous le propose, d'insérer ce graphique 3D. Et regardez, là dans la partie 3D, on peut non seulement agrandir ce qui correspond à l'équation qui est proposée ici, à 3 inconnus et, si je ne me trompe pas, du troisième degré, je n'ai pas de formation mathématique, mais j'agrandis la visualisation qui est ici. Et regardez, je peux aussi faire bouger la partie 3D qui correspond à mon équation. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. Avant, on avait un schéma mathématique qui s'affichait, voilà, en 2 dimensions. Et sur cette version iPadOS 26, la nouveauté, c'est dans Notes mathématiques, eh bien, elle apparaît dans cette partie-là. Alors, la calculatrice, voilà, c'est pour ça qu'on a cette partie-là. Voilà. Je vais pouvoir retrouver maintenant dans mes notes, c'est là qu'on les aura, notes mathématiques et toutes les autres notes. Vous voyez qu'on les a ici. Et on les retrouve tout simplement dans cette partie-là, toutes les notes mathématiques. Donc, la calculette peut permettre d'abord de créer cet interfaçage. Et comme c'est une note, eh bien, elle sera implémentée dans la catégorie notes mathématiques que vous trouverez dans l'application Note, qui est en plus vraiment top depuis iOS 17 et 18. Ça devient une application extrêmement complète, chapitrée, en couleur. On peut rajouter du PDF, de la notation, etc. Voilà pour cette partie-là calculatrice, vous le voyez. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Franchement, c'est plutôt intéressant. Et puis, venons maintenant à ce dont je parlais tout à l'heure. Tout simplement pour vous dire que sur l'iPad OS 26, on a les nouveautés, c'est les outils d'écriture. Et alors, revenons un peu maintenant sur ces outils d'écriture. Vous voyez que par exemple, il y a la possibilité, à chaque fois qu'on les trouve, vous savez, c'est la petite icône que je vous ai montré tout à l'heure. Et ben, dès que c'est possible, dès qu'il y a du texte, par exemple, on aura la possibilité de modifier ce texte en fonction des objectifs qu'on veut avoir, comme la relecture, la réécriture. Ça, c'est quand c'est moi qui écris un texte et que j'ai envie qu'on le travaille autrement, voir s'il n'y a pas des petites fautes d'orthographe, etc. Ou un texte autre, je vais pouvoir aussi le rédiger de manière un peu plus informelle, professionnelle, concise, sous forme de résumé, points clés. Et admettons maintenant que je travaille sur on va revenir sur les notes de formation iPadOS 26, celui-là, là. Eh bien, je vais regarder. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait mon fameux texte. Je crois que c'était Simone de Beauvoir, si j'ai bonne mémoire. Là, il me propose de travailler sur l'IA et vous le voyez ici. D'abord, il a sélectionné et là, les outils d'IA que vous avez ici, ce sont vraiment les outils d'IA ou travailler ici ou avec les options que vous trouvez sur cette partie-là, sur la partie que vous retrouvez sur la présentation que je vous ai montrée sur le Freeform précédemment. Et alors, admettons que je veuille le faire au format point clé parce que je veux le proposer à un élève qui aurait du mal à se proposer. Et ben voilà. Vous voyez que là, cette fois-ci, mon texte, il est devenu complètement rédigé, interprété au format point clé. Si ça me va, je peux décider de le remplacer ou le partager tel quel ou le copier. Mais finalement, ça ne me convient pas. Je veux le faire au format résumé.
eh bien, j'ai les possibilités, encore une fois, de le proposer ce petit texte au format résumé et je remplace ou je le copie ou je le partage. Franchement, c'est vraiment top. Je peux aussi écrire une modification et proposer cette modification. Ça, c'est encore un petit peu à développer. Mais ce qui est proposé ici, la relecture, admettons, vous voyez que là, il me propose une relecture et peut-être des petites modifications parce qu'il a estimé qu'il y avait voilà, des petites problématiques sur certains mots que je valide ou pas. Voilà, je peux tout simplement décider que ça me convient ou pas. Et voilà, donc voilà pour cette partie-là qui est franchement top et vous la retrouvez sur tous les outils qui le permettent dès qu'il y a du texte vous sélectionnez toute une page ou pas, et vous avez les outils d'écriture. Et souvenez-vous, on avait les outils d'écriture ici le menu qui s'affiche, dans la partie édition. Là, dans la partie qui m'occupe, comme c'est un interfaçage de type carte mentale, vous le voyez ici, c'est grisé, c'est pas disponible en l'état. Mais souvent, ce qui est le plus pratique, c'est de sélectionner la partie qui m'intéresse sur un article Wikipédia ou autre et ensuite d'en faire quelque chose de résumé ou de proposer une écriture aux élèves de type production de l'écrit et ensuite une réécriture qui me permette d'éditer un travail au format mieux rédigé en fonction de l'interlocuteur qui va devoir lire le document, etc., etc. Alors, ça, c'est la première partie de l'IA qui me semble vraiment très intéressante. Et puis, l'autre partie, c'est Image Playground, que je vais vous montrer ici sous ce format-là. Alors, Image Playground, c'est un outil qui me permet, Playground, voilà, qui me permet de travailler des images en fonction d'une description. Et la petite nouveauté d'iOS 26, c'est l'intégration de ChatGPT. Alors, naturellement, sans ChatGPT, Image Playground est assez limité en termes d'usage parce qu'il va me permettre, en fonction d'une image, par exemple ma photo, d'en faire quelque chose d'interprété au format, vous voyez, on rajoute des lunettes de soleil, la ville, ou alors animé, vecteur, peinture à l'huile, etc. C'est plus ou moins bien interprété, mais la petite nouveauté, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement de le travailler avec ChatGPT. Je ne vais pas vous le montrer là parce que ça va être un petit peu long, mais je vais éditer ici un texte tout en bas, dire voilà, je veux des enfants, trois enfants, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, trois enfants qui travaillent, qui apprennent les échecs en classe. Et vous allez voir que c'est plutôt bien dessiné. Quelques exemples que je vous ai déjà préparés à l'avance. On était sur cette partie-là. Alors là, c'était des élèves en classe qui travaillent sur un exposé avec des livres et des iPads. Et vous voyez que c'était un format dessin. Donc, je décide d'un prompt. Donc, ces deux images-là sont faites ce format-là au format animation. Vous voyez le style animation. Et puis, celui-là, c'était le style photo. Et je voulais illustrer le fait que ce soit des enfants qui sont dans une cour de récréation. Je précise qu'ils ont 8-9 ans et qui jouent à la balle aux prisonniers. Vous voyez que c'est plutôt assez performant, c'est même plutôt bluffant, cette partie-là. Donc c'est vraiment ça, c'est ce que j'avais dit, la consigne que j'ai proposée à ChatGPT, à Image Playground via aussi ChatGPT. Des élèves qui jouent dans une cour de récré à la balle aux prisonniers. Et moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Alors l'autre image que vous voyez ici, celle-ci, c'est celle que je vous disais tout à l'heure, travailler à partir d'une image. Je propose une image, en l'occurrence ici c'est une image de ma fille, et pour être franc, c'est sympa, on a une belle image, etc. Je trouve que c'est assez loin de la véritable image, mais pour celle qui connaît la personne, il y a quand même des points communs. Après, c'est pas forcément ce qui m'intéressera. Ce qui m'intéressera, c'est de contextualiser une image et d'éviter aussi d'utiliser l'image de l'enfant, voilà, parce que j'estime que c'est pas forcément très RGPD. Donc plutôt que d'utiliser une vraie image, une vraie photo, je transforme ça en image. L'interprétation se fait localement avec des outils IA, sauf pour la partie ChatGPT. Donc vous enlevez la partie ChatGPT et vous en faites quelque chose de local. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc à voir en fonction de l'usage. Donc voilà, deux outils IA qui sont très intéressants. Et puis, alors, hop là, du coup, ça revient en arrière. Je vais avancer un petit peu. Et puis ensuite, donc, là, j'étais sur fichier, organiser.
et maintenant l'IA. Et peut-être vous montrer aussi cette partie-là qui est justement les nouveautés avant, après. Avant, c'est 2024, c'est-à-dire iOS 18. On avait comme possibilité tous les styles disponibles, hein, l'animation, illustration, croquis, etc. Genmoji, ce sont des emojis que je génère en fonction de critères que j'ai précisés à l'IA. La qualité des images était plutôt incohérente, maintenant sont un peu plus précises et variées. Vous avez maintenant la nouveauté de flexibilité, c'est les descriptions libres qui utilise la puissance de ChatGPT. euh, et puis aussi l'intégration, c'est Apple Intelligence et ChatGPT ensemble. J'allie la force de l'une intelligence et de l'autre intelligence avec les possibilités des uns et des autres. On arrive à quelque chose de plutôt performant. Et c'est pas mal parce que finalement, ces outils d'image Playground, on les retrouve aussi dans les outils de type Note, dans Freeform, dans Pages, etc. On peut intégrer Playground. Playground est un outil de toutes ces applications. Et sans avoir forcément à diversifier les outils, ça marche plutôt bien. Voilà pour cette partie-là IA. J'avais fini avec la calculatrice, je vous en avais parlé juste avant. Et puis peut-être une petite nouveauté dont je voulais parler aussi sur iPadOS 26, que je trouve intéressante, non pas tellement pour les élèves, mais plutôt pour les enseignants qui sont, comme là aujourd'hui, en formation visio et que vous avez envie vous-même d'enregistrer une séquence, ne pas la partager parce que vous n'avez pas forcément les droits dessus, mais en tout cas, vous pouvez l'enregistrer. Maintenant, l'iPad vous permet d'enregistrer une séquence vidéo en ayant le son, la vidéo, sans opposition. Avant, la visio prenait toute la partie son. Et l'iPad était incapable d'enregistrer cette séquence avec toutes les options, image, son et vidéo. Maintenant, on le fait en format haute définition. C'est vraiment très performant. Et ça s'appelle capture locale. Vous pouvez l'intégrer, regardez, dans la partie centre de contrôle. Pour rappel, centre de contrôle, en haut de l'écran, je glisse vers le bas et j'obtiens des possibilités. Alors, c'est l'icône qui va apparaître, c'est celui-ci. Avant, vous avez l'enregistrement d'écran tout simple qui me permet d'enregistrer un écran, mais sans forcément avoir le son, en particulier si je suis en vidéo. Et là, cette partie-là me permettra d'enregistrer, partager immédiatement. C'est disponible tout de suite. Donc franchement, c'est intéressant. Comment rajouter? Bah, comme d'habitude, je laisse appuyer dessus et j'ajoute une commande. Et dans la partie commande, vous voyez que vous avez des tas de choses qui sont disponibles et notamment la partie capture. Si vous vous en souvenez plus, vous pouvez avoir le module de recherche qu'on a ici et vous l'apercevez ici. Caméra, loop, scanner un code, etc. Et capture locale dans la partie utilitaire. Je vous invite à découvrir à vous installer cette option dans le centre de contrôle, notamment quand vous faites des petits visios comme celle d'aujourd'hui, qui est vraiment qui vous permettent voilà, de stocker, d'analyser immédiatement une visio. Attention, je le répète, comme il y a des questions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle, droit à l'image également, vous ne pouvez pas la partager par ailleurs, mais rien ne vous empêche, par exemple, de l'enregistrer et d'en faire un usage très local, notamment pour la réexploiter avec une équipe pédagogique. Souvent, dans les établissements scolaires, on est amené à participer à des formations distancielles et il est parfois assez compliqué d'avoir une restitution exacte de ce qu'on a vécu pour tout ou partie. Et bien, cet outil-là, pardon, vous permettra de résoudre cette problématique assez facilement. Sébastien, je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais présenter sur iPadOS 26. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Mais Est-ce c'est très bien déjà, ça fait quand même pas mal de nouveautés. Et effectivement, cet outil de capture locale est vraiment hyper intéressant, comme tu le disais, pour pouvoir, voilà, même ne serait-ce que se faire des enregistrements en mode mémo, tu vois, que tu peux garder pour retravailler après. La faculté d'avoir aussi la prise de son, c'est quand même pas rien, quoi. C'est top. Voilà, exactement. Et ce qui est valorisé aussi par certains qui auraient pu tester cet outil-là, c'est par exemple pour podcaster. Il est très intéressant de pouvoir rédiger des expériences documentées par les élèves en utilisant les possibilités de l'iPad et notamment
en créant des formats podcast. Et cet outil-là, ça permettait de réaliser des podcasts assez facilement. Et donc, ça, c'est plutôt performant de ce point de vue-là. Top. Écoute, on n'a pas de questions dans le chat, donc je pense que c'était très clair, hein. Tant mieux, c'est très bien. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez quelques questions, j'en profite pour vous annoncer que le prochain épisode sera consacré à la programmation. On abordera donc Swift, ce qui sera intéressant puisque notre collègue que tu connais, Amélie, a été confrontée en fait à un besoin d'application pour travailler la Fluence. Elle n'a pas trouvé exactement ce qu'elle voulait. Et figure-toi que Quentin, son époux, lui a développé cette petite application sur Swift. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante de vous montrer que c'est assez facile, effectivement, avec Swift, de pouvoir se créer sa propre petite application. Donc ce sera le sujet du prochain épisode. Donc vous aurez Alors, les liens Swift, de connexion qui seront pour nos clients, effectivement, donc, qui sont présents et connectés dans l'application de CNC qu'on vous met à disposition gratuitement. Sinon, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et particulièrement sur LinkedIn, vous trouverez effectivement les liens d'inscription. Voilà. je rebondis sur ce que tu me dis parce que Swift, c'est un langage qui est développé par Apple et qui est Exactement. utilisé sur tous les écosystèmes Apple. Et vous le trouverez notamment sur Swift Playground, qui est une appli qu'on peut trouver naturellement depuis, je crois, iOS 17, même ça fait un petit moment déjà. Et on peut l'utiliser, le découvrir au format jeu, déjà, ce langage. Il est très efficace, très facile. Parce qu'il est ludique, en fait. Il permet d'accéder visuellement à un format code qu'on retrouvera ensuite pour les plus expérimentés de type Python ou autre. Mais on n'est pas sur Python. Moi, perso, Python, je ne sais pas le Ah, lire. mais c'est ça, c'est En une très revanche, bonne introduction en Playground, tout cas. Ouais. Swift, c'est nickel. C'est une très très bonne introduction, effectivement. Et tu fais bien de préciser cette partie Swift Playground sur la partie, effectivement, jeu, le côté ludique. Ouais. Ça permet quand même d'aborder pas mal de choses et comprendre un petit peu les notions d'algorithmie. Et c'est très très bien. Alors, pour les collègues qui auraient envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez trouver sur. Alors, c'est Stéphane Delzon que tu peux partager le lien de mon profil sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, n'hésitez pas à le faire. Ou Sébastien également, qui travaille à CNC. Je crois qu'on dit CNC ou CNC? Ah, alors, on dit Chianchi. Parce que c'est italien, voilà. Voilà, qui Donc, veut dire n'hésitez pas à me computer and contacter cultura. et puis voilà, je serai ravi de vous répondre. Attends, je vais mettre le lien de ton profil LinkedIn, comme ça, impeccable. Le mec est en train de Merci, Seb. s'attraper des followers, c'est bien. Je vais gratter des followers. C'est beau. C'est En intéressant. tout cas, merci Et beaucoup pour bonjour, cette collègues. Je crois présentation. que ce soir, nous avons des Je collègues de regarde. chez Réseau Canopé, Pardon? anciens collègues. Je suis un ancien formateur Réseau Canopé, donc bonjour aux anciens, aux nouveaux ou aux actuels formateurs Canopé. Très bien, merci en tout cas pour cette présentation. Je regardais ce matin notre chaîne YouTube aussi, hein, sur laquelle vous retrouvez les replays des épisodes précédents. On est déjà au 28e, quand même va très vite. Et c'était toi qui avais animé également iOS 18 l'année dernière. Donc déjà, on peut C'est se vrai. dire rendez-vous l'année prochaine pour iOS 27. Rendez-vous pour iOS 27. J'ai hâte. On fera d'autres choses d'ici là avant. J'espère qu'on pourra faire d'autres Vous choses verrez, on a entre-temps. quelques surprises en fait avec Shenchi qu'on vous réserve. On a déjà commencé à offrir des formations sur l'intelligence artificielle. Il y a eu une première session qui a eu lieu là le 24 septembre avec Amélie. On a eu pas mal de monde. Encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur le fait, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn CNC. Je vais vous la mettre également. Vous verrez qu'on programmera de plus en plus des petites sessions de formation d'1 heure ou 1 heure et demie maximum et qu'on vous offrira gratuitement, que vous soyez client ou pas d'ailleurs. Donc voilà, histoire de vous montrer qu'on accompagne au mieux en fait les établissements avec qui on travaille et ça vous donnera peut-être envie aussi de nous rejoindre et de participer à l'aventure du numérique avec CNC. Donc je vais vous donner le lien également, comme ça vous pourrez regarder tout ça tranquillement. On n'a pas de questions dans le chat, on va se laisser. Il est 18h24, ça va être l'heure de l'apéro, c'est très bien. C'est ça. Non, allez, sur ce, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Stéphane, à très bientôt. Et puis, Merci Sébastien, merci à tous. la suite au prochain épisode. J'ai hâte. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. CNC, People Around Technology.